C'est parti la bande, nouvel épisode du podcast Le Goût du Sol. Et aujourd'hui, on va parler psychologie parce que je reçois Maxime Bellego qui est docteur en psychologie, spécialiste des sports de combat, pratiquant amateur aussi de sports de combat, je crois. Et je suis vraiment content de pouvoir aborder ces sujets-là. Maxime, merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue dans le podcast. Dans quel mindset t'es toi aujourd'hui? Tranquille, tranquille. Je sais que tu es du domaine, donc je sais qu'on va avoir des bonnes conversations, donc je suis très content. Merci de l'invitation. Cool, ça fait plaisir. Euh, Tu passes tes journées un petit peu dans la tête des combattants. Euh, Tu sors un nouveau livre là qui s'appelle Force avec Gérald Michiara et Thomas Loubersan. Hmm. Ma première question pour toi, c'est quoi la force mentale? Tu sais, on entend souvent ce truc de ah, il a le mental ou il a pas le mental, mais à quoi ça correspondrait selon toi la force mentale? Alors pour moi, la vraie force mentale, c'est la capacité à être constant. Tu vois, on peut être un grand champion une fois, c'est déjà un exploit, c'est déjà magnifique, et ça montre qu'on a déjà eu une grosse force mentale. Parce qu'il a fallu des années d'entraînement, des années d'abnégation, des régimes alimentaires, enfin tout ce qu'on connaît. Et puis on y arrive une fois, et quand ça s'effondre, là, on n'a pas la force mentale, à proprement parler, de pouvoir continuer ça. Et en Hmm. fait, on s'aperçoit que les vrais, enfin pas les vrais, mais les grands champions qui ont une force mentale vraiment avec de la substance, bah, c'est ceux qui continuent, même en ayant tous les titres, ils continuent à être constants, ils continuent à se lever le matin et à aller bosser. Et même quand ils ont une catastrophe, ça change pas grand-chose, hein, ils ont un petit coup de mou, et puis ils arrivent à reprendre. Donc je le verrai plutôt sur de la constance plutôt que sur un gros exploit. Ok. Souvent, moi, de ce qui ressort quand je pose la question, quand j'échange sur ces sujets-là avec des pratiquants, des combattants, la force mentale, elle est tout de suite associée au dépassement de soi. Justement, en fait, Mhm. d'aller très loin, très vite, très fort, très haut, tu sais, dans le dépassement de soi, dans l'effort. Je pense que c'est un des paramètres peut-être de la force mentale, mais c'est peut-être, c'est comme si on résumait la force physique uniquement au fait de soulever très lourd. Tu vois, il y a d'autres qualités, je pense, qui sont importantes chez les combattants. Toi, quelle qualité tu peux percevoir, quelle qualité mentale, psychologique tu peux percevoir justement chez les combattants spécifiquement? Alors, très spécifiquement, c'est la régularité, parce qu'il y a quand même beaucoup de douleur. Hmm, Il ouais. y a, il y a de la douleur de tous les côtés. Alors, il y a des douleurs articulaires, tout ça, c'est pas propre qu'au sport de combat. Mais ce qui est propre à ça, c'est la douleur des coups, quoi. Ouais. Et on voit très bien d'ailleurs que au plus on va dans l'élite, au moins ils se tapent fort à l'entraînement. Hmm. Parce qu'ils s'aperçoivent bien que ces coups-là, ils les réservent pour le jour J. Et parce qu'ils savent qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des choses qui sont pas très souhaitables, quoi. Hmm. Donc c'est le rapport à la douleur, à une certaine forme de douleur, la régularité, et puis le fait d'être de gérer le stress, d'être face à quelqu'un qui a envie de faire du mal. La confrontation. Ouais. Exactement. Et ça, par exemple, on n'a pas ça, tu vois, si on prend un sport de duel, on n'a pas ça dans l'escrime. Mhm. Dans l'escrime, il n'y a pas trop la notion de douleur, hein. Il n'y a pas vraiment de notion de risque. Si on regarde dans le tennis, ça va taper très fort, ça va mettre l'autre en difficulté, mais c'est pas direct, c'est médiatisé par une balle, donc bon, il n'y a pas cette peur-là. Mais là, à un moment donné, on sait qu'on va avoir la personne ici, et on voit très bien que pareil, hein, ceux qui sont au très haut niveau, c'est ceux qui n'ont pas vraiment de stress par rapport à ça. Et même ce que m'avait dit Thomas Loubersan un jour, ça m'avait vraiment marqué. Il m'avait dit, mais moi, en fait, à la grande époque, on pouvait me mettre qui on voulait en face, je me battais contre moi. Donc il n'y avait pas d'importance, en fait. Hmm. C'est pour ça qu'il avait été toute catégorie, champion toute catégorie, parce que même des gonzes de 130 kilos, c'était pas un problème pour lui, quoi. Hmm. Ouais, là, bon, tu commences déjà à rentrer sur des sujets vraiment intéressants que j'aimerais qu'on développe.
on est rentré dans le sujet là pour accrocher un petit peu les auditeurs qui nous écoutent et qui puissent voir les sujets qu'on va développer, qu'on va aborder aujourd'hui. Juste, j'aimerais qu'on revienne sur toi, ton parcours, comment t'en es arrivé à la psychologie et comment t'en es arrivé à la psychologie des sports de combat. Alors la psychologie, moi, je pense que c'était une espèce de vocation, hein. C'est-à-dire que tout gamin, j'avais déjà une oreille un peu pour les soucis des autres, donc bon, c'était assez naturel. Et puis après, quand j'ai commencé les études, il y avait plus de doute. Tu vas arriver en première année, j'avais pas de doute, je savais que j'étais chez moi. Donc j'ai fait, j'ai fait en tout, j'ai fait 10 années en comptant la thèse. Alors la thèse de doctorat, c'est un peu particulier parce qu'on bosse quand même. Donc il Mhm. y a beaucoup de terrain, beaucoup de terrain. Et en fait, à aucun moment j'ai trouvé ça long. Si tu veux. Sur les 10 ans, j'ai pas trouvé ça long. À un Mhm. moment donné, il fallait que ça s'arrête effectivement parce que sinon j'allais partir dans la recherche et j'étais plus éloigné des patients. Mais Mhm. euh, mais voilà. Donc ça c'est l'envie de comprendre ce qui se passe dans la tête, l'envie aussi de dépasser le jugement, c'est-à-dire de dire lui il est méchant, lui il sait pas faire, lui il est bête. Ça m'a jamais intéressé. Donc du coup je préférais expliquer de façon un petit peu plus complète quoi. Si bien que tous ces trucs-là je les utilise plus le bien, le mal, bon, il y a des limites, hein, mais voilà, j'utilise plus trop ça. Et puis, qu'est-ce qui m'a donné envie de me rapprocher du sport? Bah, en fait, moi, j'ai toujours, dans mon parcours, je suis toujours allé là où il y avait un besoin. Donc, Mhm. ma première grosse expérience était chez France Télécom, il y a eu beaucoup de suicides et ils savaient pas trop comment se débrouiller. Donc, je me suis pointé et ça a marché, on a réussi à faire des jolies choses ensemble. Ensuite, c'était le monde militaire où pareil, il faisait très bien les choses, mais il y avait quand même des choses qui marchaient moins bien. Donc j'y suis allé et on a bien bossé ensemble. Euh, et puis les sports de combat, je voyais bien qu'il y avait un truc de l'ordre de la virilité, un peu comme dans le monde militaire ou de la police, où on parle Mhm. pas, on dit pas quand ça va pas. Et donc, j'avais fait un premier échange avec Cyril Diabaté, qui avait parlé de sa propre dépression, du suicide d'un ami à lui, enfin, des choses importantes. Et puis ensuite, j'avais contacté Thomas Loubersan en lui disant, en fait, il faut qu'on fasse un truc, parce que je vois bien qu'il y a une espèce de tabou là-dedans. Et donc, on a Mhm. beaucoup parlé, on a beaucoup bossé ensemble. Et du moment où il m'a invité au Rascan, ça a été un peu l'officialisation de la psychologie dans ce milieu-là, quoi. Ok. En effet, moi aussi, je perçois encore aujourd'hui une forme de tabou, euh, même si ça tend à s'ouvrir, tu vois, les paroles, les combattants prennent la parole là-dessus de plus en plus, les sportifs en général. Mais c'est vrai que dans les sports de combat, j'ai l'impression qu'il y a encore un petit peu cette retenue. Faut pas dire que j'ai peur, faut pas dire que je stresse. Tu penses que ça c'est propre au sport de combat aussi, justement le fait qu'on soit un combattant, qu'on se batte contre quelqu'un d'autre. Est-ce que ça serait une forme de protection, de pas vouloir passer pour un faible, tu vois, aux yeux des autres, de la communauté, de l'adversaire, quelque chose de cet ordre-là? Oui, oui, c'est pas propre que au sport de combat. Je pense que c'est propre au sport de confrontation. Tu vois, on a la même chose dans le rugby. Ouais, Dans le rugby, c'est pareil. ouais. Les joueurs, ils parlent volontiers d'un monde d'animaux. C'est Mhm, un monde d'animaux. Donc, dès qu'ils arrivent à l'entraînement, il faut qu'ils se montrent braves, parce que mhm, sinon, ils vont se faire bouffer. C'est les mots qu'ils emploient. ouais, Et en fait, dans le sport de combat, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand tu arrives à la salle, et qu'on voit que t'es un peu faiblard, ben on a l'impression qu'on va en profiter pour te bouffer, quoi. ok. Il y a toute cette et là je parle que dans la salle. Quand on est en championnat ou dans des sphères encore plus élevées, on est scruté par les médias, on est scruté par les fans, on est scruté sur la façon dont on bouffe, dont on s'entraîne. Tu vois, Cyril Gann, il avait eu malheur de jouer à la PlayStation contre Oui. un peu avant son combat. Voilà, tout le monde lui était tombé dessus, il prépare pas son combat, tout ça. Bon, bah, voilà, pas du Hmm, tout. Hein, ça fait même partie de sa prépa à lui. Donc, c'est on est sur un sport
où il y a une sociologie plutôt de gens pauvres. Tu vois, ça c'est important, hein, c'est que à l'époque, maintenant avec le MMA c'est devenu un sport cher. Oui. C'est-à-dire que tu regardes les abonnements dans les salles, c'est compliqué quoi. Mhm. C'est cher. Trouver un club de MMA, c'est cher. Mais à l'époque, trouver un club de boxe, il n'y avait rien de moins cher. Tu pouvais pas trouver un sport moins cher. Donc Mhm. c'était des gens qui exprimaient très très peu ce qu'ils avaient en eux. Il fallait qu'ils se montrent forts parce qu'il y avait de un risque grave d'effondrement social, quoi, si tu veux. Et donc ça a perduré. Et dans le sport de combat, on a ça. Et maintenant, on s'aperçoit que avec le MMA, c'est un petit peu différent. Tu vas dans un club de MMA, c'est pas du tout une sociologie pauvre, quoi. Mhm. C'est très varié. Il y a même pas mal de mecs un peu hipsters qui en profitent parce que c'est tendance et que voilà, Mhm. ils ont des tenues vachement chères, les dernières bandes, ils se filment pendant qu'ils. Donc il y a moins cet aspect-là de dureté de la vie et où il faut montrer qu'on est fort. Mais dans l'ADN, dans la mesure où on va se confronter à quelqu'un, il vaut mieux montrer qu'on n'est pas faible pour garder l'ascendant Ok. psychologique que, Ouais. euh, que l'inverse. Et en même temps, dans cette stratégie un peu finalement d'évitement, de fuite, quoi, de pas vouloir le montrer, donc l'exprimer, est-ce que de ce que tu peux voir et de ce que la psychologie peut-être a montré là-dessus, c'est un peu contre-productif finalement, ça fait que renforcer, ancrer certains mécanismes et ça peut te péter à la gueule encore plus fort par la suite, quelque chose comme Oui, ça? oui. En fait, ça marche vachement bien sur une durée assez courte. Ok. On peut tenir là-dessus sur quelques années, Hmm. et pourquoi pas, hein. Mais à un moment donné, ça rattrape parce que il y a des éléments dans la vie qu'on contrôle pas, des événements graves, des trucs comme ça. Et à un moment donné, il faut accepter que ces événements-là nous touchent et qu'on ressente des trucs et que c'est normal et qu'on prenne un peu de retrait et ça change rien en fait. Ça nous rend pas moins fort ou plus faible. C'est comme ça nous a touché, on ressent des choses, on est triste, on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie d'aller au club et c'est ok. Et du moment où on l'accepte, on travaille sur soi et quelques semaines plus tard, on est de retour et en pleine forme et peut-être même différemment fort, tu vois, Hmm. avec un autre type de force. Donc oui, bien sûr, si on garde le nez dans le guidon et qu'on se dit qu'on est le meilleur, on va pouvoir faire de très belles choses. Mais les années passant, on va payer les factures après. Ouais. En plus, moi j'ai en tête plusieurs interviews ou images de grands champions, par exemple dans le MMA, qui disent, enfin j'ai celle de Georges Saint-Pierre qui dit oui j'ai peur, oui j'ai peur au moment de rentrer sur le ring, mais c'est justement cette peur dont je me sers pour mieux me préparer, pour être plus concentré, plus vigilant. Une autre de John Jones qui dit bah ouais j'ai ces papillons dans le ventre là au moment de combattre, c'est hyper fort, c'est stressant, c'est une forme d'anxiété euh, que j'ai et qu'ils arrivent à dont ils arrivent à se servir à canaliser. Toi, tu dirais comment justement on se sert de cette peur, de cette anxiété qui peut être présente, comment on la canalise et comment on en fait quelque chose de bah, j'ai pas envie de dire positif puisque c'est t'as dit bien mal positif négatif mais en tout cas d'utile peut-être Oui, oui, pour le combat. utile. Oui, oui, oui. Ben, elle est vachement utile. Ça, c'est ce que Gérald et Thomas décrivent très très bien dans le bouquin, c'est que c'est nécessaire en fait. C'est même Hmm. pas utile, c'est nécessaire. Si on l'a pas, on se lève même pas le matin pour se préparer en fait. Ouais. Donc, c'est cette inquiétude qui va nous faire dire, est-ce que je suis vraiment bien préparé? Est-ce que je peux pas faire un truc en plus parce que peut-être que lui en parallèle il est en train de faire des trucs de fou quoi et qui va arriver plus en forme. Donc si on est parfaitement détendu, bof, tu veux faire une heure de plus, non c'est bon ça va, je suis détendu. Mhm. Demain 8 heures à demain 9 heures plutôt, tu vois. Et donc t'arrives le jour J, c'est bien, t'es zen, mais du coup t'as pas les crocs. Et cette agressivité, elle est essentielle. Sans parler de violence, hein, d'avoir envie de lui arracher la tête, tout ça, ça c'est un autre stade. Mais l'agressivité, le fait de vouloir aller au contact, ça c'est ultra nécessaire. Mhm. Donc la bascule, c'est justement quand on part on va dire dans la psychopathologie du sport, c'est-à-dire les pathologies qui sont vraiment
liées à tout ça, et où ça devient un phénomène anxieux. Hmm. Mais j'ai beau faire le meilleur entraînement du monde avec le meilleur staff, j'ai l'impression de pas être prêt et j'y pense tous les jours. J'arrive pas à fermer l'œil parce que je me refais tous les moments que j'ai ratés. Là, on est sur un phénomène anxieux. Ok. Au quotidien, quoi, ça me bouffe tellement et du coup, ça perturbe mon équilibre mental, émotionnel, mon bien-être et du coup mes Exactement. performances. Mais il y a aussi, de ce que je vois beaucoup, le jour J, le jour de la compétition, le jour du combat, certains qui se font déborder aussi par ce stress. Et tu sais, t'as les jambes en coton, tu perds ton énergie, tu t'arrives pas à penser clairement et forcément ça nuit à tes performances. Encore une fois, là, qu'est-ce que la science, la psychologie, elle dit, comment elle explique ces mécanismes, ce qui se passe? C'est hyper physique, quoi. Tu vois, le stress, il devient hyper physique et vu que notre outil de travail, là, c'est notre corps, ben, on peut plus l'utiliser correctement. Qu'est-ce qui se passe, en fait, si tu peux nous expliquer un petit peu? Bah, il y a trois grandes formes de stress. Il y a le stress chronique, le stress aigu et puis le stress post-traumatique. Ok. Le dernier, on le met de côté pour le moment. Tu vas avoir le stress chronique, c'est celui qui te met en tension de façon régulière. Et il peut être efficace si on est dans le cadre d'un projet. Donc un combat, c'est vraiment un projet avec un début et une Ouais. fin. Et on peut se dire qu'on est en tension avec un stress comme ça où on n'est pas très bien, mais on garde un rythme de moteur assez élevé. Et puis il y a le stress aigu, celui-là c'est le problème. Le stress chronique, à la limite, du moment où il est cadré, c'est pas un problème. Mais le stress aigu, il devient problématique parce que le jour J, il va augmenter tout le métabolisme avant l'effort. Donc, Hmm. pour rien. Et il va venir puiser dans toutes les ressources disponibles, y compris les ressources mentales, hein, du coup. Si bien que, il faut bien rappeler quand même que pour une compétition ou un combat, c'est pas le combat. On n'arrive pas, on se téléporte pas dans la cage ou sur le ring. Il y a un trajet en bagnole ou en bus ou peu importe. Ouais. On arrive trois plans en avance dans le gymnase avec des gens qu'on connaît pas, on sait même pas où aller. Enfin, c'est mal indiqué. C'est pas un hôtel 5 étoiles, donc il y a pas quelqu'un qui va nous prendre par la main, tout ça. C'est pas l'UFC, on n'a pas le, le, tout un staff qui vient nous. Non, il faut qu'on se démerde, il faut qu'on trouve nous-mêmes les trucs. Ensuite, une fois qu'on est prêt, soit on passe direct, on n'a même pas eu le temps de s'échauffer, soit au contraire, c'est 4 heures plus tard et alors on s'est échauffé pour rien, il faut qu'on recommence. C'est tout ça le monde de la compétition. Ouais. Et donc, c'est le jour J, c'est plein d'incertitudes. Hmm. Et le stress aigu, c'est celui qui va s'exciter pour rien. C'est-à-dire, c'est à moi, ah non, c'est pas à moi, paf, pic de stress aigu, et donc on pique dans les ressources. Quelqu'un qui arrive à être dans moi ce que j'appelle un monde un peu autiste, euh, c'est-à-dire une ultra focalisation sur une seule pensée ou sur une seule donnée en fait. Ouais. Et c'est pas du tout une blague sur les autistes hein, quand je dis ça, au contraire, hein, eux ils arrivent à faire ça, alors malgré eux, mais ils le font très très bien, bien mieux que nous. Et en fait, ils arrivent à se focaliser sur un truc et le reste n'existe plus. Ça n'existe pas. Donc, il y a les meilleurs combattants, c'est ceux qui, quoi qu'il arrive comme irrégularité dans cette matinée-là ou dans cette journée-là, ils ont toujours la même focalisation. Si bien qu'ils arrivent sur le tapis ou dans la cage ou sur le ring, et en fait, ça y est, ils s'activent. Et là, il y a du stress qui va pouvoir venir. Hmm. Mais juste avant, il n'y a pas eu de dose irrégulière. Ouais. Ils arrivent à auto-réguler finalement leur état mental, émotionnel, physique pour rester, ouais, pour pas être sujet à ces vagues d'excitation, de stress. Et comme tu l'as dit, et mes amis du JJB et du judo, je pense, seront d'accord, dans une compète de JJB ou de judo, on passe plus de temps à attendre qu'à combattre. Donc c'est autant de moments où là, le mental, il peut partir dans tous les sens. Et quelle technique existe du coup selon toi pour mieux appréhender et gérer ces moments d'attente en compétition? Oh, de très très loin, le numéro un, c'est la visualisation. De très Ok, très loin, très très loin. C'est-à-dire, une fois qu'on sait où a lieu la compète, si on connaît l'endroit, c'est bien. Si on connaît pas, on va prendre des images sur Google, on regarde tous les détails et on s'imagine en train
se changer, en train de se mettre le kimono ou les protèges, peu importe, quel que soit le Ok. sport. On s'imagine rentrer sur le tatami, on s'imagine rentrer dans la cage, on s'imagine attendre, Hmm. si bien que le jour J, le cerveau connaît déjà ça. Ok. Tu vois, il y a pas de gros efforts à faire. La Ouais. grosse dépense mentale qu'on a à faire quand on arrive dans un endroit qu'on connaît pas, c'est justement la découverte. Tu vois, on est happé par Ton oui, cerveau analyse tout. et les pensées où on attend où, on se met où, il y a qui, enfin tu vois. Là, l'idée c'est on a déjà tout vu. Et on s'est déjà vu, nous, dans cette position et en uniforme, hein, pour le dire simplement, dans cette configuration-là. Donc le cerveau n'a pas vraiment de découverte. Ok. Tu récupères de l'espace mental, de l'énergie mentale, parce que tu as déjà fait un petit peu ce travail d'analyse, enfin de d'appropriation du terrain, quoi. Exactement. Et là, on parle, tu vois, on parle de la compète départementale, championnat de France, des choses qui sont Ouais. déjà un excellent niveau, mais où il n'y a pas encore tout ce qu'on va trouver dans le monde professionnel, c'est-à-dire les jeux de lumière, le public, Oui. le son, la musique, éventuellement les médias. Là, on est sur encore autre chose. Parce que effectivement, tu peux avoir un athlète qui est super prêt, mais qui arrive et qui est complètement déconnecté parce que la musique est super forte, parce qu'il y a des gens qui l'insultent. Il n'est Ouais. pas du tout prêt à ça, des gens qu'il connaît pas. Il se prend des lumières dans la tronche, du coup il a plus de repères, il a plus les repères habituels. Et ça c'est important de préparer ça, ce pont entre le l'amateur et professionnel de très bon niveau, où finalement il y a assez peu ces jeux-là, et le monde vraiment spectaculaire, à proprement parler, de l'élite, où là par contre il faut être prêt à aller Ouais. arriver devant 4000 personnes, c'est encore autre chose. Hmm. Il y a quelque chose sur lequel je m'interroge pas mal en ce moment. J'aimerais bien avoir ton avis. Parce que à la fois, je trouve ça intéressant de s'inspirer de combattants, de champions. Tu vois, on a parlé de Georges Saint-Pierre, de John Jones. Et à la fois, je vois beaucoup de combattants amateurs, de jeunes combattants qui, j'ai l'impression, veulent imiter un peu leurs idoles, leurs stars. Mais j'ai l'impression que du coup, on tombe un peu dans le théâtre. C'est plus vraiment authentique, ça marche pas vraiment. Tu vois, j'ai en tête souvent, on me dit, ouais, voilà, Conor McGregor, il se dit ça, donc faut que je me dise ça. Mac Tyson, il se dit ça. Sauf que en plus, ces deux profils, c'est des profils psychologiques très particuliers, avec des vécus très particuliers. Et la plupart du temps, j'ai l'impression que le fait de juste vouloir imiter, répéter un peu bêtement, ça marche pas. Enfin, je me questionne pas mal là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, bah, c'est bien peut-être dans un premier temps, c'est intéressant dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas Ouais, son style, on ne sait pas ce qui nous motive, on ne sait pas ce qui nous fait peur. Donc on va aller puiser dans les figures les plus charismatiques, quoi, les plus visibles. ouais, Euh, donc effectivement, tu as pris les exemples les plus visibles, quoi. mhm, C'est difficile de s'inspirer d'un mec comme, je sais pas moi, comme Nick Diaz par exemple, ou Ned Diaz, ils parlent pas, ils arrivent, ils viennent en t-shirt, ils fument un mhm, pétard et puis ils font leur combat, ils ressortent de là, leur tête c'est une boucherie et puis voilà. C'est, mais eux, ils ont leur style à eux qui est très discret en fait. Ils sont pas du tout dans le trash talk, c'est pas ouais, leur délire en fait. ouais, Donc, dans un premier temps, comme on n'a pas de repère, pourquoi pas prendre la personne la plus haute en couleur et puis ok, s'identifier un peu comme quand on fait quand on est ado. Genre, on va pas s'identifier au geek qui est dans son coin, on va s'identifier plutôt au gars qui met la mhm, misère à tout le monde parce que lui, il est haut en couleur. Après, dans un deuxième temps, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment nous, on se connaît, ce qu'on mhm, a appris sur soi, ce que c'est notre vécu, et peut-être que ne rien dire, être dans son coin, travailler dur, pas être vraiment très connu des médias, mais performer vraiment super bien, bah, peut-être que ça, c'est notre style. ouais, Et puis à l'inverse, bah, peut-être qu'il y en a un qui va avoir besoin justement de faire le spectacle, parce que il mhm, va prendre son énergie comme ça. ok, Donc c'est vraiment comment je prends mon énergie et comment je le dépense. mhm, Si je suis plutôt discret, je vais faire le fou, ça va me pomper déjà de l'énergie et je vais arriver le jour J, je vais être cuit. ouais.
Hmm. Ce que je me demandais aussi, tu vois, c'est que quand tu veux t'inspirer ou imiter, par exemple, ces deux exemples, Mike Tyson et McGregor, il faut être conscient aussi de toute la souffrance psychologique et mentale que ces mecs-là ont vécu. Enfin, par exemple, Mike Tyson, ok, tu veux prendre les bons côtés, mais est-ce que tu es prêt à prendre aussi les mauvais côtés, la dépression, l'addiction et tout ça, tu vois? Un peu comme, ok, tu veux être John Jones, mais ça va avec son lot de blessures, de douleurs, de sacrifices, tu vois ce que je veux dire? Parfois on voit que la vitrine, mais tout ce qu'il y a derrière, pas forcément, quoi. Alors ça, bah, c'est un point justement qu'on avait vraiment développé beaucoup dans le bouquin, Ouais. euh, parce qu'il y a une notion de bien-être dans la performance aussi. Et il y a un moment où tu peux être champion du monde, mais si tu as une vie qui est vraiment horrible, qu'est-ce que ça apporte vraiment? Tu vois, alors dans la performance en soi, dans le fait d'aller plus fort, plus vite que les autres, oui, tu marques l'histoire, mais pour toi, est-ce que tu vis mieux comme ça ou est-ce que tu vivrais pas mieux avec un peu moins de pression et une vie de famille un petit peu plus équilibrée ou autre? Ouais. Et Thomas Lepersan prend l'exemple justement de Mike Tyson en disant peut-être que Mike Tyson, tu vas bouffer avec lui, tu passes un sale moment, quoi. Peut-être qu'en vrai, tu vas habiter une semaine chez lui, tu t'en vas en courant parce que je dis mais c'est pas possible un mec comme ça. Hmm. Idem pour Don John, ça m'étonnerait que il peut être rigolo en allant boire un verre, mais ça Ouais. m'étonnerait que vivre au quotidien avec lui soit marrant. Alors Ouais. que un gars comme Cyril Gann, par exemple, oui, je pense Ouais. que oui. Je Ouais. pense que tu peux te taper des vacances avec lui, tu vas pas rentrer en courant en disant mais plus jamais je fais ça, quoi. Hmm. En tout cas, c'est ça, c'est quand je vois McGregor, Mike Tyson, même encore aujourd'hui, je les envie pas vraiment, quoi. Tu vois, je les envie pas vraiment vu toute la souffrance qu'il y a derrière. Non, C'est, c'est pour ça, ouais. c'est des modèles parce qu'ils ont pu exploser et parce que c'est le spectacle, l'agressivité, tout ce qu'on aime Ouais. voir aussi quand on regarde des combats Hmm. de gladiateurs, il faut qu'il y ait du spectacle aussi. Mais on voit bien que ça, dans le temps, c'est pas fiable. Ouais. Ouais. Hmm. Je pense aussi à un livre que j'ai beaucoup aimé, un sportif que j'adore, c'est Johnny Wilkinson. Oui, Son autobiographie, tu sais, elle s'appelle Mémoire d'un perfectionniste. Il raconte hyper bien dedans à quel point son espèce de perfectionnisme, ce recherche de performance, elle lui a permis de devenir un des plus grands rugbyman de l'histoire, mais l'a à la fois détruit psychologiquement et physiquement, tu vois. Et comment, à un moment donné de sa carrière, il a un petit peu changé de perspective, notamment grâce à la psychologie, à la préparation mentale, à la méditation, ce genre de choses, et que finalement, il a réussi à rester très performant, hmm, mais avec un niveau de bien-être supérieur. Donc, est-ce que on est obligé quand même pour aller au très haut niveau de passer par une forme de souffrance, de sacrifice? On doit quand même y laisser un petit peu sa peau quelque part, non? oui, oui. Ouais. Comme pour tout, hein, dès qu'on veut la très très haute performance, à un moment donné, bah, ne serait-ce que sur le rythme déjà. Le rythme, Mhm. euh, le rythme est Ouais. tellement exigeant que euh, si on fait pas gaffe à la façon dont on dort, dont on mange, dont on boit, avec qui on traîne, on peut pas tenir ce rythme. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Tu vois, souvent on se dit, putain, mais les gars ils boivent pas, ils mangent, ils sont là à peser tout ce qu'ils mangent et tout, ils font des trucs de fou, mais c'est pas pour l'idée de la nutrition en soi. C'est parce que s'ils font pas ça, ils peuvent pas tenir l'exigence de l'entraînement et ils peuvent pas tenir aussi le stress du jour J. Donc Mhm. rien que par rapport à ça, du moment où tu mets un pied là-dedans, tu es obligé de faire des sacrifices. C'est comme ça. Après, la question de la souffrance, c'est autre chose. C'est-à-dire que il y a tu vois, il y a un combattant moi que j'aime beaucoup qui est à l'ARES, qui est Pierre Manzo. Et Mhm. Pierre Manzo, il vient justement du, si je dis pas de bêtises, du JJB Ouais. et du grappling. Et il performe super bien en pied-point aussi, donc ça c'est très bien pour lui. Et en fait, il est bien, Mhm. il est équilibré, il est bien. Tu parles avec lui, il se sent bien, il a son prépa mental avec lui, et il en parle beaucoup, beaucoup d'ailleurs, il le met beaucoup en avant.
Et il se régale dans cette performance-là. Il a toujours la banane, il est bien. Mm. Donc, Mhm. est-ce qu'il y a besoin d'être en souffrance absolue? Non. Est-ce qu'il y Ok. a besoin d'avoir vraiment un vécu terrible pour en arriver là? Non plus, parce que tu peux chercher la niaque ailleurs. Ouais. Mm. Ok, top. C'était cool là d'introduire un petit peu sur la psychologie du combattant, ce qui se passe dans la tête, le profil un petit peu du combattant. J'aimerais maintenant qu'on aille un petit peu plus spécifiquement sur la peur et sur les peurs que moi j'ai l'impression sont les plus présentes. Et on va y aller étape par étape. Il y en a une, on a commencé à en parler, c'est la peur du regard des autres. Ensuite, une très forte, c'est la peur de l'échec. Et je pense spécifiquement dans les sports de combat, quelque chose qui est très profond et ancré, c'est un petit peu la peur de la mort qui nous Mhm. rattrape parce qu'on met quand même on se confronte à la mort un peu directement dans ces sports-là, quoi. Oui. Sur la peur du regard des autres. Pourquoi est-ce que performer devant des gens devient plus paralysant, plus stressant que juste performer dans sa salle, dans son coin? Qu'est-ce qui Ouais, se passe? ouais. Devant des regards d'inconnus, Ouais, surtout, et devant des regards de connus affectifs. oui. C'est-à-dire que tu t'aperçois que si c'est performé devant des gens et que tu fais une petite compète dans ton club, finalement la pression elle est pas dingue, hein. Et pourtant il y a des gens qui regardent. Ouais. Donc la pression elle est moindre. T'as une petite pression, mais elle est moindre. En revanche, le jour J, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens que tu connais pas Mhm. qui vont te regarder, et du coup tu te dis inconsciemment, peut-être que la façon dont eux ils me connaissent pas, ils vont me voir là. Si je suis mauvais, ils vont penser que je suis mauvais. Ils vont me Et donc juger. ils vont me juger et surtout ils vont me catégoriser dans les mauvais. C'est-à-dire, lui, oui, oui, je l'ai vu à cette compète, il s'est pris une raclée, il est mauvais. Hmm. Donc c'est fini. Lui, il est bidon. Et on n'en Hmm. parle même pas, il est bidon. Et comme c'est des compètes de passage comme ça, où il y a pas, où on ne voit pas les gens tous les dimanches avec les mêmes personnes, bah, c'est fini, c'est catégorisé. Et Ouais. souvent, on voit qu'ils sont piqués au vif et qui sortent un peu des espèces d'excuses ou des trucs comme ça pour vouloir se sortir de cette catégorie-là, de la Hmm. catégorie du mauvais. Ouais. Ok. Et celui qui est serein, c'est celui qui dit, bah oui, effectivement. Parce qu'il sait que, en fait, on va pas le voir comme éternellement mauvais. Celui qui arrive à dire ça, oui, c'est vrai. Il était meilleur que moi et bah, je vais devoir revoir ma prépa, le truc de base. Bon ben voilà, Ok. lui, il a pas de problème avec ça. Par contre, celui qui dit ouais, mais en fait, c'est mon coach qui m'a dit que, et puis en fait, lui, il a triché à un moment donné, bah, il essaye de rattraper un petit peu sa propre image, quoi. Oh ouais, c'est vrai que on le voit beaucoup se chercher des excuses, se trouver des excuses après une compétition. Ça. Mais donc là derrière, j'ai l'impression qu'il y a la question de l'ego un petit peu qui est touchée Bien sûr, dans. Ouais, c'est ça qui bien sûr. intervient. C'est-à-dire, c'est ce que vous venez de voir, c'est pas moi. Hmm. Tu vois, moi, je suis fort, je gagne. Donc, ce que vous venez de voir là, c'est pas moi. Ne me résumez pas à ça, quoi. C'est la pire chose qui puisse arriver. Surtout, ne me Hmm. résumez pas à ça. Ok, donc ça demande d'avoir une bonne estime de soi, Ouais, savoir sa valeur, que sa valeur aussi dépend pas que du résultat, que de la performance. exactement, Souvent, je le dis, en plus, les gens en général, ils se souviendront plus de ton attitude que de ton résultat. Enfin, exactement. en tout cas, celui qui insulte l'arbitre, qui perd tu vois, qui vraiment perd la maîtrise de soi, lui, en général, on va s'en rappeler. Bon, si t'as perdu, t'as pas fait une performance de ouf, on s'en rappellera pas. Donc, il y a la peur d'être jugé par les inconnus, la communauté, des gens qui te regardent. Et c'est vrai que tu disais, il y a les proches, les gens qui comptent pour toi. Et là, j'ai Ouais, l'impression que souvent, c'est la peur de décevoir. exactement. Parce que ceux-là, les proches, ils sont pas aux entraînements. Généralement, ils s'en foutent un peu, tu vois. Hmm. C'est pas la famille, les amis. Ils savent que, mais il n'y a pas, ils sont pas là tous les jours à aller voir à l'entraînement. Par contre, il y a le copain ou la copine qui voit bien le lot de sacrifice, qui voit bien qu'ils n'ont pas pu partir en vacances parce que ceci, parce que cela. Et donc là, c'est le moment de montrer pourquoi on fait tout ça. Donc c'est Hmm. lourd, c'est très lourd. Et du coup, tu te mets une pression de dingue. Et si tu perds,
Du coup, la défaite, elle n'est pas pour toi, mais elle est pour ces gens-là. Alors qu'en vrai, ces gens-là, ils s'en foutent. Tu vois, les proches, ils en ont rien à foutre. Que tu gagnes ou que tu perdes. Ce qui est important pour eux, c'est la satisfaction ou la déception, pardon, que tu vas ressentir. Si tu es malheureux, ils vont être malheureux. Mais si tu es bien, ils vont être bien. Tiens, tu t'entraînes dur, et puis tu rates ta compétition. Si tu es en vrac, en larmes, parce que tu dis, oh là là, j'ai été déçu, c'est pas possible, là, ils vont être malheureux. Mais si tu es bien et que tu dis, bah, au moins, vous étiez là, je me suis senti entouré, et moi, je me suis super bien préparé, j'ai donné tout ce que j'avais, je suis content, mais eux, ils sont contents. Hmm. Donc, cette question de déception, là, en fait, elle est plutôt en soi que chez les autres. Et en revanche, si notre entourage nous met la pression, et même si nous, on est content, nous disent, ouais, mais quand même, ce serait bien que tu aies ce titre, machin, top, top, top. Chacun sa carrière, quoi, hein. Chacun Hmm. son job. T'es pas mon coach, t'es pas mon agent, t'es pas. Donc, il y a la qualité de l'environnement. Ça aussi, hein, dans le bouquin, c'est tout un chapitre parce que c'est ce qui fait la différence en fait. C'est la Hmm. qualité de l'environnement. Ouais. Donc derrière, que ça soit vis-à-vis des inconnus ou des connus, des proches, j'ai l'impression qu'il y a cette peur d'être rejeté. C'est ça la Oui, peur un peu profonde qu'il peut y avoir derrière? bien sûr, bien sûr. D'être rejeté, soit de la communauté, des combattants, en disant voilà, Ouais. lui il est vraiment nul, Hmm. donc on l'estime pas, quoi, on le regarde pas. Soit des proches de dire bah franchement, il fait tout ça pour rien, quoi. Donc il y a c'est un peu ce désamour, quoi. Ouais. Et en fait, on s'aperçoit que c'est totalement faux et que c'est un film que le Hmm. combattant se fait dans sa tête. Parce qu'en vrai, qu'il gagne ou qu'il perde, les gens seront toujours là. C'est pas Hmm. un problème, ça. C'est Sauf ceux qui irrationnel en sortent, fait. c'est C'est irrationnel en fait comme complètement irrationnel. ouais. C'est complètement irrationnel. Et du moment où ils sortent de ça, ils sont 1000 fois plus tranquilles. Ouais, t'as beaucoup moins de poids quoi. C'est vrai que si Ah t'emmènes tout oui, le monde sur tes épaules, ça fait un poids de fou quoi et tu peux pas performer dans ces conditions quoi. ça fait lourd, hein. Ok. Donc important de se détacher de cette peur du regard des autres, de décevoir, d'être rejeté. En Les gens, contravenant. il faut le faire simple, hein. Les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Tu peux aller faire une compète départementale où il y a 3 chats. Eux, ils viennent voir leur enfant, ils viennent pas te voir toi. Donc déjà, ils s'en foutent. Ouais. Déjà. Ensuite, tu peux être le champion UFC. Il y a des gens qui vont payer leur place pour te voir toi, mais que tu gagnes ou que tu perdes, ils rentrent chez eux, ils ont les mêmes problèmes, ils ont la même vie. Donc en vrai, ils s'en Hmm. foutent. Ouais. Et même si tu viens performer, encore une fois, à l'UFC, mais il y a même parfois des proches à toi qui vont dire attends, t'es gentil, mais le combat il passe à 4 heures du mat, je le regarderai demain, quoi. Ouais. Donc vraiment, ils s'en foutent. Il faut se le Mais il y dire. a quand même des gens, il y a quand même des gens en compétition qui peuvent te juger, Bah, bien qui peuvent sûr. dire ah ouais mais lui il est nul, t'as vu, il s'est fait Alors, battre machin. et ça c'est la deuxième option, c'est que la première, la plus majoritaire, c'est que ils s'en foutent. Oui. Et la deuxième, c'est que s'ils te jugent mais qu'ils te connaissent pas, bah, c'est toi qui t'en fous du coup. Hmm. Tu vois, un mec dans la rue qui me dit que je suis moche, je fou, mais Ouais. alors, je sais pas qui il est, il y aura aucune incidence sur mon quotidien, je m'en fous, quoi. Par contre, si c'est quelqu'un qui m'est très très cher et qui me dit t'es chiant ou t'es méchant ou j'en sais rien, là oui, là ça me touche beaucoup. Alors, mec que Hmm. je connais pas, je m'en Ouais. fous. Ok, donc se détacher, c'est important de conscientiser ces mécanismes, peut-être, comme ça tu tombes moins dans le piège, quoi, de ce genre de peur. Oui, Il y a une deuxième peur que je vois, c'est peut-être celle qui est la plus présente d'ailleurs, hein. C'est la question de l'enjeu, de la peur de ouais, l'échec, de la peur ouais. de perdre. Encore une fois, qui met tellement de stress, de pression sur les épaules des compétiteurs, des combattants, que, eh ben, ça les empêche d'être libérés, relâchés et de performer. Est-ce que perdre un combat, c'est échouer?
C'est ça la question. Alors ben là, c'est pareil, hein. Il y a Thomas Loubersan et Gérald en parlent vachement bien. En fait, perdre, c'est pas un échec, ça fait partie du parcours, tout simplement. Et deuxièmement, si on le considère comme un échec, on s'en remet pas. Par contre, si on le considère comme une expérience, il y a un tas de trucs à en apprendre. Sur, déjà au niveau technique, qu'est-ce qui s'est passé, tout bêtement. Ensuite, au niveau de la prépa, peut-être que il vaut plus s'axer là-dessus finalement. Et peut-être aussi au niveau de la prépa mentale ou de la gestion du stress, de se dire, bah oui, effectivement, j'étais peut-être trop absent mentalement à ces moments-là et trop présent à ces moments-là. Il faut que j'investisse les choses différemment. Donc, numéro un, c'est pas un échec, c'est une défaite. Différent. Hmm. Hmm. Dissocier défaite et échec, déjà. Exactement. Exactement. Et deuxièmement, tout dépend de l'objectif qu'on s'est donné. Si l'objectif c'est de prendre en expérience, il n'y a pas d'échec, puisque déjà on y va, déjà on y Ouais. va, on se prépare et on y va déjà. Donc, dire c'est difficile de considérer ça comme un échec le fait d'y aller. Hmm. Donc on y va et on apprend. On se dit ah oui d'accord, alors avec lui c'était ça. Hop, et puis j'ai fait 3 combats dans la journée, 3 défaites. Bon ben qu'est-ce que j'en retire du coup? Le premier effectivement là, j'avoue que j'étais pas prêt, je me suis fait avoir. Le deuxième, j'étais peut-être trop fatigué entre les deux, j'ai pas réussi à me ressourcer correctement. Euh, le troisième, peut-être rien à dire, était meilleur techniquement. Ou alors, Hmm. bah, comme je sortais de 2 défaites, dans ma tête, je me suis dit, je vais mettre 203, j'y étais pas. Ok. Et là, il y a du travail. Hmm. Donc revenir encore une fois à une pensée plus rationnelle, essayer de comprendre j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai moins bien fait, comment je peux faire pour m'améliorer, tu vois. Ce que j'aime bien dire et même me dire, moi, c'est que la seule façon d'être sûr de ne pas perdre, c'est de pas faire de compétition. Là, garantie, tu vois, moi, je peux le dire, en 2026, j'ai zéro défaite en compétition. Pas parce que j'ai fait zéro combat encore, j'ai fait zéro compétition. Quelqu'un qui a fait 3 compétitions, qui a fait 6 combats, même s'il a perdu les 6, il a vachement plus avancé que moi, je trouve, sur Ah, cet aspect compétition, bien tu sûr, vois. bien sûr, et Donc, bien sûr. ouais. Moi, j'ai fait une toute petite compétition de MMA, toute petite amatrice. Bah, je l'ai perdue, hein. Euh, mais je suis beaucoup plus expérimenté que si je l'avais pas fait du tout. Ouais. Ça n'a rien à Ouais. voir. Ça n'a rien à Sur- voir. Surtout si tu la fais pas par peur de, tu vois. Ça, c'est Exactement. problématique. Parce que tu as d'autres priorités aujourd'hui dans ta vie. Par exemple, moi, comme c'est le cas pour l'instant, bon, ben, j'avance sur d'autres projets et tout ça. Mais j'en vois aussi qui se retiennent d'aller en compétition par peur d'être jugé, de perdre, etc. Mais est-ce que c'est pas ça le plus grand échec possible finalement? Oui, clairement. L'échec, c'est de pas y aller. La Hmm, défaite, par contre, c'est que des points d'expérience à avoir. Et hmm, donc, là encore, hein, pour les aider un peu, ces combattants-là, l'idée, c'est de transformer une pensée qui est très, très, très freinante en une pensée qui soit beaucoup plus positive. C'est-à-dire, d'accord, il y a la défaite, très bien, donc déjà on en parle, c'est pas un problème. Si ça arrive, ça va engendrer de la tristesse, de la déception, dont acte. Ça peut durer 2, 3 jours. Et puis après, on analyse et on travaille. On travaille. hmm. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe si ça se passe bien aussi? Parce qu'il y a aussi cette option-là. Et bizarrement, le cerveau se branche moins là-dessus spontanément. Ouais, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui se passe si ça se passe bien? À quoi ça ressemble? Ah ben ça s'aperçoit que le combattant, il est à poil parce qu'il a jamais envisagé ça. Donc, t'es comment? On va voir dans le détail. Et donc, on commence à visualiser ça aussi. Hmm, Alors, effectivement, je me sens bien, très bien. Et là, le combat, qu'est-ce que tu veux placer comme technique ou qu'est-ce que tu veux justement placer comme défense ou comme attaque? Bah ça, j'aimerais bien. Bah, allez, visualise-le. Ça y est, je l'ai fait. Il a tapé. Le combat est terminé. Comment tu te sens? Je me sens ceci, cela. Très bien. Qu'est-ce que tu fais là entre les 2 combats? Bah, je fais ça, je pense à ça. Et donc, du coup, le cerveau, il est entraîné non pas à gagner, parce que ça veut rien dire. Ça veut rien dire, gagner. C'est hmm, comme perdre, du coup, ça a un sens aussi vide. Il est entraîné à vivre positivement l'événement. ouais.
Elle le Ok. vivre positivement. Et il n'y a pas de raison que d'un côté le cerveau dise oh là là je vais perdre et que de l'autre on lui propose pas de passer la clé de bras qu'il veut passer. Ouais. Ok. Donc on va visualiser la clé de bras qui passe. Dans ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est important finalement d'envisager les deux scénarios, d'être conscient qu'à un moment donné, si je vais en compétition, bon bah je peux perdre, je peux gagner, je peux faire une bonne performance, une moins bonne performance. Et c'est ça qui permet d'être plus équilibré mentalement, émotionnellement. Au Oui. même titre, tu vois que je me pose souvent la question aussi, si t'envisages que ah ouais, je vais gagner aujourd'hui, j'en vois hein, aller en compétition, aujourd'hui c'est pour moi, je vais tous les déchirer. Et de mon expérience, même de mon expérience à moi, j'ai pas l'impression que ça soit forcément le bon mindset à adopter parce que la première difficulté, là tu vas te dire oulala, il va y avoir une grosse désillusion quoi. Mm, Et même tu vois moi je suis déjà allé parfois à l'entraînement en me disant allez aujourd'hui à l'entraînement, je vais rouler sur tout le monde. Et en fait ça marche pas du tout, c'est l'inverse quoi. Qu'est-ce qui se passe quand t'es dans un excès de confiance aussi comme ça Ben, le problème, c'est que ça change pas la réalité. Ok, ouais. Donc, tu arrives avec un autre état d'esprit, mais les gars en face, c'est toujours les mêmes. Donc, t'es pas fort mentalement au point d'influer sur leurs compétences, quoi, hein. Hmm. Donc, si tu arrives en disant aujourd'hui c'est ma compète, je vais tout gagner, c'est sûr, c'est bien parce que ça gonfle un peu l'ego, c'est cool. Mais effectivement, premier combat, première défaite, ça risque de s'effondrer très fort. Hmm. Et Ouais. là, ça risque d'être compliqué du coup pour continuer si jamais il y a des repêchages, si jamais il y a d'autres trucs, et pour faire un joli podium. Ouais. Finalement, tu peux faire une jolie troisième place où tu as vachement bien appris. Hmm. Par contre, si tu t'effondres dès le premier et que t'es plus là mentalement et que du coup, bah, t'es dernier, il n'y a rien, là, Ouais. ça va être très dur à encaisser quand même. Bah ouais, j'ai l'impression qu'au même degré que tu t'es hypé, bah forcément tu tombes plus fort, de plus haut. Eh Et au oui. même degré que tu t'es hypé, bah, t'as un espèce de manque de confiance qui apparaît à ce moment-là, quoi. Et puis, il faut bien voir si cette tendance-là, elle te rend service ou elle te pompe de l'énergie aussi. Ouais. Parce que tu vois, si t'es comme un fou depuis 3 jours, tu dis, ah, je vais tous les manger, et ça pompe Ouais. en fait, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mentalement, émotionnellement, c'est vrai que on revient à ça, tu vois, positif, négatif. Hmm, Finalement, les émotions qu'on qualifie de positives, elles nous hmm. font pas forcément que faire des choses positives, quoi. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. De même que ceux qui vont dans le versant vachement agressif, je vais le tuer, je vais lui arracher la tête. Si c'est son carburant, tant mieux. Mais on parle quand même de pensées vachement négatives, quoi. Ouais. Donc ça met dans un mood qui est très particulier. On n'est pas positif, on n'est pas ouvert, on n'est pas dans un élan d'enthousiasme. Il n'y a pas tout ça. Donc Hmm. ça va très bien à certaines personnes, mais pour d'autres, ils ont plus intérêt à se nourrir de choses positives comme étant bien préparés, en pleine forme, avec toutes les compétences, bien entourés, avec la famille, avec le staff. Et ça, Hmm. ça va être leur jus. Ouais. Surtout, c'est vrai que si c'est pas toi, si c'est pas tes valeurs, ton caractère, ta personnalité, tu tombes dans une forme de théâtre, quoi. Tu portes un masque et ouais, il y a quelque chose qui, je sais pas, ça peut pas le faire, quoi. Non, c'est pas pareil. Il y Hmm. avait, à la grande époque, là, il y avait donc Mike Tyson, effectivement, lui, très agressif, il va tuer tout le monde, il va bouffer tout le monde, tout ça. Et il y avait aussi lui, il était sur la fin, tu sais, très, très, Foreman. Hmm. George Foreman. Et en fait, George Foreman, il était vraiment réputé comme il avait des crochets de fou, quoi. Et sauf qu'à un moment donné, il a pris un virage dans sa vie, il est devenu pasteur, Hmm. et donc il était très dans aider les autres, tout ça. Et quand ils lui ont proposé de faire de la boxe, bah, financièrement, il en avait besoin, donc il a dit oui. Il a dit mais je mettrai pas de KO parce que j'ai pas envie de faire mal à mon prochain. Ok. Donc, quand il arrivait quelque part, il disait pas je vais tuer tout le monde, il disait au contraire, je vais faire un combat de boxe. Je vais le gagner, C'est mais du par sport. contre, c'est du sport. Et c'est ces moments-là où tu vois que c'est sur ces derniers combats, tu vois que comme le mec en face vacille, il arrête. Hmm. Il se retire, il regarde l'arbitre, il dit d'arrêter quoi. Ouais.
Il a pas C'est cette génial. soif de mettre l'autre par terre. C'est génial que tu abordes ce sujet parce que je l'ai entendu de la bouche de beaucoup de combattants aussi. Ce ah ouais, mais en fait, j'ai du mal à faire mal. J'ai du mal à faire mal à l'autre. Et dans les sports de combat, le truc, c'est qu'à un moment donné, tu dois mettre l'autre. Je parle par exemple en JJB, tu dois mettre l'autre dans un inconfort tel qu'il tape et qu'il abandonne. Et ça peut venir en conflit avec tes valeurs. Si toi, tu es quelqu'un de bienveillant, qui aide les autres, là, on te dit monte sur un tatami et domine l'autre, force-le à abandonner, fais-lui mal. Tu vois, Hum, ça peut hum. créer une sorte de conflit de valeurs, je pense. Et le fait, comme tu dis, de peut-être se raccrocher à attends, c'est un sport. L'autre, il a signé pour, hein. Il est là, on l'a pas forcé à être là. Il y a des règles, il y a un arbitre, et si je respecte ces règles-là, bon, ben ça reste un sport. Mais tu vois, tu l'as vu aussi, cette espèce de conflit de valeurs qui peut C'est créer une la, friction, quoi. et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, justement, c'est la différence entre être agressif et être méchant. Tu peux être agressif, tu vas monter sur le gars, tu vas vouloir lui faire lui enlever son bras, quoi. Sauf que dès que c'est placé et qu'il tape, t'arrêtes. Le contrat est Ouais, rempli, c'est oui, fait. Être méchant, c'est t'as vraiment envie de lui faire mal pour lui faire mal. ouais, Et même quand c'est fini, t'as encore envie de te jeter sur lui. ouais, T'es plus dans le ouais. sport, en fait, quand t'es méchant. C'est fini. Mais même l'agressivité, pour certains, j'ai l'impression que c'est encore un stade un petit peu dur. Oui, C'est oui, pour ça que oui, moi, parfois, j'aime bien parler d'engagement physique. Le oui, sport de combat, ça demande un engagement physique total, quoi. Il faut que tu oui. t'engages dans le, tu vois. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est souvent à l'épreuve des matchs ou des combats que ça va se régler, hein, cette histoire. Parce que Ouais, on a le même frein dans le rugby. Il y a des gamins qui sont excellents, mais par contre qui vont pas au contact. C'est pas du tout ce qui leur plaît. Plaquer quelqu'un, ils ont l'impression qu'ils vont lui faire mal. C'est pas voilà, c'est pas leur ouais. délire. Sauf que, ben, au bout d'un moment, ils vont perdre des matchs, ou alors ils vont pas réussir à performer comme il faudrait, et c'est la nécessité qui va reprendre le dessus. Hmm, Et puis ouais, bon, ben, ils vont s'apercevoir que l'autre en face, par contre, il s'en fout un peu de le plaquer aussi. ouais. Ça, les boxeurs qui te disent aussi, j'ai besoin d'en prendre une d'abord pour me réveiller et dire, ah, ok. Bon, Ouais, à moi d'en remettre une derrière, quoi. c'est ça, exactement. Hmm. Ok, donc cette peur, on a un peu dévié, mais c'est hyper intéressant parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à ça. Oui, Donc le fait d'être aligné avec ses valeurs et te dire, ok, bon, moi, la méchanceté, l'agressivité, c'est pas ma valeur. Par contre, le sport, l'engagement, la ouais, performance, ça me correspond plus. Ok, je vais essayer de plutôt aller vers là. ouais, La troisième peur, donc je voulais qu'on aborde, parce que pareil, j'ai l'impression qu'elle est très présente dans les sports de combat, c'est la peur de la mort. À un moment donné, j'ai l'impression que ton corps, ton mental, il est pas bête. Il sait quand même que tu es dans une démarche de attends, là, on va monter dans un ring, dans une cage, sur un tatami pour se battre avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? hum, hum. Qu'est-ce qui se passe là au niveau psychologique dans notre tête quand on est confronté à cette sensation qui est hyper physique aussi, je trouve. Ouais, ouais. Elle est vraiment celle-là, elle est intéressante parce que euh, elle vient casser un espèce de déni. Alors déjà, on est tous susceptibles d'y passer. Sauf déjà, sans faire de sport de combat, sans rien. Oui, Tu te lèves, tu fais un AVC ou tu te fais écraser par un camion, bon voilà. Mais on est dans un déni parce que sinon on fait plus rien. Sinon on ouais. reste dans le canapé, on bouge plus. Donc on l'oublie ça et ça n'arrive pas. Et du coup, quand ça arrive, c'est un drame parce qu'on avait oublié que ça pouvait venir. Hmm. Déjà, globalement, il y a ce déni-là. Et les sports de combat, ça s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un risque effectivement qui est vital à un moment donné, même si c'est ultra rare parce que ça reste un Ouais, sport. C'est là où on ouais, voit que c'est un sport, du coup, c'est que ça n'arrive presque pas. Mais dans la sensation, à un moment donné, il y a ce déni qui s'en va et tu es face à une réalité qui est très crue, c'est-à-dire un gars qui est très proche, qui te fait mal et où tu sens que le corps il commence un peu à vaciller. Et là, d'un coup, bah, il y a le déni qui se barre et il y a ce côté cru de la vie où on dit ah non, mais en fait, il y a la mort quoi, qui est possible. Et ça, c'est plus qu'un stress en fait, hein, c'est une montée d'angoisse en fait. Hein. ouais.
C'est ça, j'ai l'impression, c'est comme si ton corps, il te rappelait un petit peu ça, quoi. Il y a Oui, un truc en toi très oui. profond qui te dit, oulala, là là, attends, t'es sûr de la démarche, là? C'est une angoisse, Et hein, tu peux le rassurer en lui disant, oui, encore une fois, c'est un sport, il y a des règles, il y a un oui, arbitre, on s'est entraîné pour, t'inquiète. c'est ça. Mais est-ce que ça a un nom, ce mécanisme, ou cette peur, ou cette partie du cerveau, je sais pas, qui réagit à ça? Non, non, on est surtout sur l'instinct de survie, en fait, hein. Instinct de survie, ouais, c'est ça. On est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que on se retrouve à un moment donné où c'est la vie qui est en jeu. Et dans les discours, c'est surtout sur les KO, post-KO, en rugby et en sport de contact, et sur les étranglements, en MMA et en JJB. Mhm. L'étranglement, c'est très, 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 comment dire, c'est très traumatisant. Parce que L'étouffement, ouais, la sensation d'étouffement. sensation d'étouffement, la douleur, parce qu'il y a une douleur aussi, hein, au niveau de la gorge, et là, on sent que la vie, elle peut partir. Pareil sur le chaos, tu te réveilles, tu es dans un endroit différent, parce que généralement, il y a un peu de rêverie, des merdes comme ça. Donc, tu te réveilles, et en fait, tu es sur le ring ou dans les vestiaires, et tu dis, ah, mais en fait, là, j'aurais pu y passer, du coup. Tu vois, a posteriori. Donc, c'est vraiment, ça mobilise l'instinct de survie, l'angoisse de la mort, et ce déni qui fait qu'on a tendance à l'oublier. Ouais. Heureusement, ça prend pas trop de place, hein, dans le parcours du combattant. Mhm. Ouais. Ça, ça l'empêche assez peu. Cette peur, finalement, encore une fois, elle est un peu protectrice quand même. Oui, Tu vois, bien je sûr. pense aussi au sport extrême, les gars qui sautent en wingsuit et tout ça, qui doivent être conscients quand même que, attends, ouais, je me jette dans les airs, faut pas que je fasse n'importe quoi. Du coup, Bien sûr. ouais, Ceux qui escaladent les tours à main nue, tout ça, c'est encore pire qu'un combat, hein. En ouais, termes de risque, là, oui, pour le euh, coup, ouais. voilà, il le sait, mais c'est pas du tout ce qui le mobilise. Il n'est Hmm. pas du tout mobilisé par le risque, il est mobilisé par la performance. Du coup, le risque, bah, on le passe dans la catégorie du déni, et puis si ça arrive, bah, ça arrive, quoi. Hmm. Ouais. Ce serait intéressant d'en parler justement avec aussi des sportifs de l'extrême, voir quel rapport ils ont à ce risque, à la mort et tout ça, et comment ils font face à ça. Je pense qu'on aurait pas mal à apprendre dans les sports de combat, peut-être. On a beaucoup à apprendre, hein, en regardant ailleurs. Il y a un podcast là qui est sorti récemment qui s'appelle Zone Rouge. Et justement, Ok. il est spécialiste dans les sportifs de l'extrême. Ok. Et les mecs qui grimpent, tous ces gens-là, ceux qui font tout seuls dans la nature, dans l'Antarctique, avec juste un sac à dos, et puis qui regardent comment ça Hmm. se passe. Enfin, tu vois, c'est quelque chose là quand même, hein. Ouais. Ouais. Traverser l'Amazonie en solitaire, ce genre de défi. Ouais. Ouais, ouais. Bon, Là, la mort, elle est. Ouais. bah là, forcément, on joue avec. Hmm. On joue avec, on va très très proche, quoi. Même Ouais. d'ailleurs beaucoup plus que dans un sport de combat. Ouais. Il y a peut-être un peu ça, hein, d'ailleurs, chez les sportifs extrêmes. Ce qui leur crée de l'adrénaline, quoi. Ils cherchent un peu la limite, quoi. Alors, combat, rugby, sportif de l'extrême, tout ça, on est quand même sur des personnalités qui ont besoin d'une très grosse excitation pour se sentir bien. Ou, comme tu dis, l'adrénaline, elle démarre pas tout de suite, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait une notion de risque. Et Hmm. donc, au rugby, quand tout le monde prend la place et que tu vois qu'en face, il y a un gars qui fait 150 kilos, bah, là, ça te mobilise et là, hop, t'as de l'adrénaline et là, tu te sens bien. Quand tu vas faire un combat, que tu sais que voilà, il va y avoir une notion de douleur, une notion de risque et qu'on va se mettre dessus, là, ça mobilise. À l'inverse, il y a d'autres personnalités, c'est trop, Ouais. c'est beaucoup trop. Tu sais, c'est ceux qui disent, je sais pas comment tu fais. Tu vois, c'est ceux qui nous regardent un peu comme des extraterrestres. Moi, j'ai des copains comme ça. Ouais. Ils disent, mais Ouais. pourquoi tu vas faire de la boxe? Mais je comprends pas. Il y a des gens qui me tapent dessus, quoi. C'est quoi l'idée, ça leur, ils comprennent pas. Ça passe pas dans leur logiciel. Mais l'idée, du coup, pour ceux qui le pratiquent, pour nous, est-ce que c'est aussi parce que pratiquer les sports de combat, il y a une forme de développement de la vertu, développement du caractère qu'on vient chercher? Bien sûr. Tu vois, là aussi, ça, c'est un truc sur lequel je m'interroge beaucoup parce que dans le jiu-jitsu brésilien, il y a beaucoup ce mantra.
Ouais, le jujitsu est une thérapie. Oui. Moi, j'aime bien dire que peut-être que le jujitsu a des vertus thérapeutiques, mais une thérapie, tu vois, là, j'aimerais bien avoir ton avis, toi qui es vraiment dans la thérapie, dans le thérapeutique. Est-ce que les sports de combat ont des vertus thérapeutiques? Lesquelles? Mais est-ce qu'ils sont vraiment une thérapie ou la thérapie c'est autre chose, quoi? Alors oui, c'est clair que ça a des vertus, parce que ça a sauvé la vie à je sais pas combien de gens, ça c'est évident, c'est évident. Tu vois des parcours qui sont cassés, qui prennent le contact avec les sports de combat ou les arts martiaux, et qui arrivent à s'en sortir grâce à ça. Donc, ça, des exemples, il y en a des milliers, dont Thomas Loubersan, hein, ce qu'il raconte dans le bouquin, c'est ça. C'est que s'il n'avait pas eu cette rencontre-là, il aurait très probablement mal fini, c'est lui qui le dit. Donc, que ça ait des vertus et que ça soit des milliers de jeunes tous les ans, c'est évident, Hmm. évident. Et pourquoi? Parce que justement, on est sur le dépassement de soi, on est sur le respect de l'autre, Ouais, les on est vertus sur martiales, en fait. la vertu. Voilà, tout ce qui est dans le Bushido, hein, c'est tout ce qui est dans le Hmm. fait aussi d'accepter de se prendre une raclée et de pas avoir de ressentiment pour autant. Enfin voilà, c'est toute une série d'apprentissage. Après, est-ce que c'est une thérapie? C'est là où on a une limite. Pour certains, oui, parce que Ok. effectivement, tu leur enlèves ça et puis bah, ils font n'importe quoi. Donc c'est un cadre qui est clairement thérapeutique qui les tient. Et puis pour d'autres, c'est pas suffisant. Et on en voit beaucoup, beaucoup qui pensent que il y a eu une idée qui est passée comme ça là récemment en disant finalement t'as pas besoin d'aller chez le psy, il faut que tu ailles à la salle de sport. Hmm. Oui, un grand oui dans un premier temps. Allez tous en salle de sport, allez tous faire du sport, ça peut qu'être bien. Mais à un moment donné, on s'aperçoit que ça règle pas tout. Parce que il y a des choses qui sont en soi, qu'on traîne en soi, et qui peuvent pas être réglées juste par une régularité, ou par un bien-être, ou par une confrontation à l'autre qui est cadrée. Il y a d'autres choses. Il peut y Ouais. avoir des traumatismes qui ont besoin d'être traités. Ouais. Il peut y avoir parfois des syndromes dépressifs, tout bête, hein, qu'on traîne de famille en famille, qu'on se traîne, qu'on se refile de père en fils. Et ben voilà, pas de peau, c'est tombé sur soi, et il va falloir qu'on se bouge un peu plus qu'avec le sport pour passer ça. Idem Hmm. pour du trouble anxieux. Donc, il y a, c'est nécessaire, c'est la base, mais c'est pas suffisant pour en faire une thérapie. Ouais. Le sport, de manière générale, est génial. Ça a des vertus thérapeutiques et des vertus humaines et même sociales qui sont géniales pour la vie d'un individu. Les sports de combat, peut-être encore plus au niveau martial, confrontation et tout ça. Mais le danger aussi parfois que je vois, c'est que si justement tout ton équilibre mental, émotionnel, thérapeutique repose sur ça, si à un moment donné t'en es privé, ce qui arrive, la blessure et tout, là tu peux le vivre Ah, mal, bien quoi. sûr, bien sûr, et c'est pour ça qu'on a de la psychologie du sport dans les CHU, dans les trucs comme ça, parce que à un moment donné, le gars se blesse, il a plus de genoux, alors d'accord, hein, le médecin, il va pouvoir lui permettre de faire une chirurgie au poil, nickel, très bien. Mais sur les 6 mois d'arrêt total, là, il y a la notion de psychologie qui arrive dans le curseur parce que soit effectivement, comme tu le dis très bien, il est équilibré, son couple marche bien, il a d'autres hobbies, donc il va pouvoir en profiter pour lire des trucs ou écouter des trucs et se reconstruire et revenir certainement plus fort. Soit il avait que ça, et l'arrêt brutal de l'activité, ça va lui faire décompenser tout un tas de psychopathologies qui, elles, sont pas spécifiques au monde du sport. Un Hmm. trouble dépressif, Ouais. un trouble anxieux, des angoisses, en veux-tu, en voilà. Donc, c'est pour ça, Hmm. oui, ça cadre très bien, mais justement, on voit bien que quand c'est pas équilibré, le moindre pépin, ça pète. Ouais. Ok. Ok. Et c'est ce qu'on Top. a vu, c'est ce qu'on a vu avec Conor McGregor. Hein. Ouais. Il a eu une blessure, déjà c'était compliqué, et il est revenu, et il s'en refait une deuxième, puis alors là, terminé, terminé, lui c'est terminé. Il a décompensé complètement, quoi. Complètement, drogue, alcool, sexe, et Ouais. puis on voyait bien que c'était quelqu'un dans un mal-être, il y avait de l'excès, Hmm. voilà, c'est Ouais. pas... Moi, je suis très content de cette réponse du coup, parce qu'il y a pas mal, il y a beaucoup de nuances quand même.
Tu vois, moi je me posais la question, thérapie, pas thérapie. Bon ouais, il y a, ça dépend aussi des profils, de comment t'es à l'intérieur. Mais en tout cas, peut-être ce qu'on peut retenir de ça, c'est que oui, c'est génial de faire du sport et des sports de combat. Mais si à un moment donné, tu ressens qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui te parasite, qui te gêne, ben, en complément aussi, il y a des thérapies comme la psychologie, les psychologues qui peuvent t'aider à aller encore mieux, être dans un meilleur équilibre, un meilleur niveau de Bien bien-être. Il faut sûr, pas s'en priver. bien sûr. Faut pas s'en priver. Et c'est ce qu'on voit au Rascamp de Thomas Louversal. Ok. Moi, je suis là, donc tantôt je leur fais des petits ateliers sur la visualisation, gestion du stress, tout ça. Et puis tantôt, on se cale sur un banc pas loin et puis on tchatche un peu. Et on Hmm. s'aperçoit que bah, il y a des trucs qui sont spécifiques à la prépa compète, tout ça. Et puis il y a des trucs qui sont tout à fait de l'ordre privé, qui les empêchent d'avancer, de se sentir bien. Et une fois qu'on a fait le point, bah, c'est quand même un peu mieux, quoi. Ouais. Alors ça, c'est là où je voulais en venir justement sur vraiment l'accompagnement psychologique, comment ça se passe, comment tu travailles. Et là, donc, dans ce que tu dis, c'est que, en fait, déjà, dans un premier temps, rien que le fait d'en parler, de verbaliser, aide Oui. à quoi? À désamorcer, à mieux comprendre ce qui se passe en nous? Ouais. Alors, il y a plusieurs cas de figure, mais si on prend la personne qui parle jamais, la personne, tu vois, qui va s'entraîner, qui rentre, ça, J'en qui connais. dit jamais, donc voilà, qui dit même rien à sa copine, enfin, tu vois, vraiment, mais qui est fermé, il arrive à parler de ça à quelqu'un, déjà, ça change tout parce que il vient de partager son problème. Donc ça veut dire qu'il est plus tout seul, c'est fini ça. Ça veut dire on est deux à réfléchir là-dessus. Et deuxièmement, ça tourne plus en boucle puisqu'il l'a déposé sur la table. Donc ça veut dire que maintenant, ça devient un truc assez objectif qu'on peut analyser, qu'on peut tordre, qu'on peut prendre, on va isoler tel point, on va isoler telle difficulté, on va voir, bah tiens, là ça marche plutôt bien, comment ça se fait que ça marche plutôt bien, et là ça marche moins bien. Donc ça devient quelque chose d'objectif. Du coup, il l'a plus en tête comme quelque chose qui tourne seul et qui l'auto-alimente. Hmm. Donc déjà, le simple fait d'en parler, de le mettre sur la table, ça change ça. Ok. On sort du cercle vicieux qui s'auto-alimente. Ouais. Mais Est-ce ensuite, que c'est... Oui, j'allais dire ensuite, il y a en parler, et c'est déjà bien, par exemple, avec sa copine, avec un proche, et il y a en parler avec toi. Tu vois qu'il y a une formation, quelque chose aussi, une expertise. Toi, qu'est-ce que tu apportes du coup dans cet échange? Quelqu'un vient, te livre quelque chose, t'amène un sujet. Comment toi, justement, tu l'aides à peut-être prendre du recul, mieux comprendre? Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? ben, la posture qui change tout, c'est qu'on a, je dis on parce que c'est tous les psys, hein, il n'y a pas que moi, c'est qu'on n'a pas d'intérêt. On n'a pas d'intérêt, moi j'ai pas d'intérêt à ce que, par exemple, le sportif gagne sa compétition. Je m'en fous, clairement. Mhm. J'ai pas d'intérêt non plus à ce qu'il la perde, hein. Mais j'ai pas d'intérêt à ce qu'il performe, j'ai pas d'intérêt à ce que il reste avec sa copine ou à ce qu'il la quitte. Je m'en fous. En fait, moi, ce que je recherche, c'est qu'il ait une stabilité dans sa santé mentale et qu'il ait au moins une stabilité et si ce n'est un épanouissement. C'est ça qui m'intéresse. Donc, ça veut dire qu'on va tout décortiquer de façon objective, qu'on va analyser ça, on va passer ça dans des filtres de tableaux de psychopathologie, voir s'il n'y a pas des trucs graves qui traînent ou des trucs un peu embêtants, handicapants. Et une fois qu'on a fait tout ça, ben, il a raconté comme il n'a pas pu raconter à personne parce que ses proches ont toujours un mot gentil à un moment donné pour le rassurer ou ont toujours un conseil. De lui dire peut-être que tu devrais faire comme ceci, peut-être que tu devrais aller plus comme Ouais. cela. Ou dans d'autres cas moins cool, vont plutôt même le juger ou lui dire non, mais tu fais chier Mais avec t'es tes fou, conneries. Ouais. voilà, t'es fou, arrête, t'as pas compris. Moi, en fait, il peut tout me dire, sauf à part des trucs de dingue, mais Pas de jugement, pas de franchement, d'affectif. pas de jugement, pas de jugement. Il est en train de se demander s'il va pas quitter sa nana parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, tout ça. Ok, bon, qu'est-ce que ça lui fait? Est-ce que ça l'empêche de sentir bien? Est-ce qu'au contraire, c'est une façon pour lui de passer un sale moment?
Si oui, bah comment on va faire pour pas que ça dure non plus trop longtemps, pour pas qu'il soit dans Ok. une situation confortable. Mais je m'en fous. C'est beaucoup de questionnements du coup pour que lui essaye de conscientiser ou se poser des Beaucoup. questions qu'il s'est pas encore posées, quoi. Exactement. Moi, je parle très peu, en fait. C'est pour ça que tu sais, l'image un peu rigolote du psy, c'est celui qui parle pas et qui pose que Hmm. des questions, qui est un peu pénible, tout ça. Mais c'est un petit peu ça. Alors, même si on se marre, hein, dans la consultation, c'est pas un Ouais. problème, hein, on passe des bons moments. Mais moi, mon job, c'est pas de lui donner des conseils ou de lui dire quoi faire. Il a tout un tas de gens autour de lui qui peuvent faire ça et certainement des gens qui sont plus intelligents que moi. Donc, il y a pas, c'est pas là mon expertise. Ok. Mon expertise, c'est de le remettre au centre de ses propres décisions et qu'il ait la clairvoyance de prendre les choix qui sont bons pour lui. Donc Ouais. moi, au niveau des conseils, il n'y en a pas. Mais du coup, ça veut dire que parfois tu confrontes la personne peut-être à ses propres incohérences, à ses... Exactement. Ouais. Exactement. Quand on prend tout un raisonnement et qu'on l'analyse et qu'on l'objectivise, bah, à un moment donné, on s'aperçoit qu'il tient pas debout. Mais c'est pas moi qui lui ai dit ton truc il tient pas debout. C'est que je l'ai pris, je l'ai démonté et je lui montre. Et Ah, là, il t'as me dit dit, ça, mais t'as dit ça aussi. Qu'est-ce que t'en voilà, penses Ok. voilà. Et là, une fois qu'il a dit ça, ah bah oui, en fait, ça tient pas debout. Et donc là, bah, il chemine là-dessus et il se dit, bah oui, effectivement, il y a peut-être autre chose à faire, quoi. Et il y a une nouvelle case qui s'ouvre. Hmm, hmm, hmm. Ouais, mais ça, enfin, moi j'ai l'impression que c'est quand même une vraie science. C'est pas donné à tout le monde d'avoir cette capacité, cette expertise d'amener quelqu'un à raisonner sur lui-même, ses propres mécanismes de pensée, quoi. Par Bah, exemple, moi en c'est tant que oui, préparateur mental, c'est pas ce que je fais, et je sais que je sais pas le faire, quoi, tu vois. c'est ça, c'est là, mais chacun son métier, c'est très très bien comme ça, hein. Moi, je vais te dire, j'ai pas grand-chose, j'ai plus à faire en termes de psychologie du sport qu'en termes de préparation mentale, hein. En termes de Mhm. préparation mentale, il y a des gens comme toi qui le font déjà très bien. Il y a pas, il y a- Ouais. C'est pas là, moi, que j'ai ma plus-value. Ma Mhm. plus-value, c'est vraiment dans la psychologie du sport. Ok. Et là, effectivement, c'est une vraie science, comme tu dis, avec de la gestion de l'entretien, de l'analyse de tableaux cliniques précis, des, euh, une connaissance des différentes pathologies, différentes personnalités, et savoir comment on peut activer certains leviers et comment on peut aussi faire de la prévention, parce il y a des choses qui sont très très légères et puis il y a des choses qui peuvent être très très graves avec des pentes qui Mhm. peuvent amener vers des trucs graves. Donc il faut pouvoir mesurer tout ça, quoi. Et en général, enfin, je sais pas s'il y a en général, mais quand un combattant vient te voir pour la première fois, qu'est-ce qu'il cherche? C'est quoi la demande? Ouais, généralement, ils viennent faire le point, ils s'aperçoivent qu'il y a un truc, c'est jamais très précis, Ok. mais ils s'aperçoivent qu'il y a un truc qui passe pas. Un Il y a sentiment voilà, sous-jacent qui gêne, qui... Ouais. il y a un truc qui gêne. Et du coup, ils ont fait le tour, ils ont tout essayé avant, ils ont revu leur nutrition, ils ont revu leur rythme d'entraînement, ils ont revu, parfois ils ont changé de club. Tu vois, ils ont vraiment tout revu avant, mais il y a un truc qui passe toujours pas. Et donc, bah là, généralement, ils viennent. Et donc, bah, Hmm. on fait le point, on regarde un peu tout ce qui s'est passé. Et généralement, il y a eu effectivement des événements assez choquants qui ont pas été traités. Et ils ont cru pouvoir le traiter par le sport, Ouais. ce qui peut marcher, ça peut le faire. Mais en fait, généralement, c'est pas traité complètement et donc ça revient. Et là, on traite ça en thérapie, quoi. Ouais. Là, on aborde le sujet des traumatismes, c'est ça? Ouais, Ouais. Et en même temps, j'ai l'impression que deux personnes peuvent vivre la même chose et sans forcément qu'il y en ait un qui le vive comme un traumatisme et l'autre si pourtant. Ouais. C'est vraiment le exactement. vécu que j'ai de ce qui s'est passé. Bah, tu prends l'exemple d'un train qui déraille. Hein. Sur le train qui déraille, tout le monde est dans le même train, mais tout le monde n'a pas besoin de voir un psy après. Ok. Donc, c'est un même événement que autant de personnes a vécu très différemment. Ouais. Et pour aller encore plus finement, tu vas avoir des gens qui vont se remettre très bien d'un événement extrêmement grave, extrêmement choquant, et puis d'autres qui vont développer un traumatisme sur quelque chose qui est pas, tu vois, Ouais. une agression de rue, mais il n'y a même pas eu de coup. Hmm. Et surtout, d'un coup, une peur de mourir, et puis c'est cette peur de mourir qui a déclenché le traumatisme. Ok. Mais dans les faits, il s'est pas passé grand-chose.
Ouais, ça dépend après de notre propre vécu, de notre propre histoire, de notre Exactement, éducation, j'imagine, ouais. Ok. exactement. Il y a un sujet auquel je m'étais un petit peu intéressé, de la psychologie, je crois que c'est la croissance post-traumatique, Mhm. que parfois les traumatismes peuvent aussi réveiller des choses en nous, qui fait qu'on grandit aussi personnellement. Je connais pas trop le sujet, si toi tu peux peut-être Ouais. préciser. Alors, en fait, c'est pas quelque chose qui est grâce au traumatisme, mais c'est quelque chose qui est grâce au travail sur le Hmm, traumatisme. ok. C'est-à-dire, effectivement, ce qu'on remarque, c'est que des gens qui ont traversé un traumatisme lourd, qui arrivent à s'en remettre, bah, ils s'en remettent naturellement, hein, sans thérapie, je parle, de deux façons. Soit ils sont plus forts et c'est énigme de la science, on ne sait pas comment ils sont débrouillés, mais ils vont Hmm, bien. Énigme. Soit ils l'ont dépassé, mais du coup ils traînent des tas de casseroles. Et ils tombent dans l'alcool pour essayer de s'apaiser, ou ils tombent dans un tas de trucs, dans la violence, enfin, bon, bref. Et puis le troisième cas, c'est ceux qui ont vécu un très gros traumatisme et qui consultent et qui le traitent. C'est efficace. Eux, ils sont différents. Donc on parle de croissance, mais on pourrait parler surtout de différence. C'est qu'ils sont différents. Ils voient plus la vie de la même façon. Ils ont plus les mêmes valeurs. Ils accordent plus ouais. les mêmes priorités. Je pense aux gens qui sont passés près de la mort parfois, qui ont une sorte d'éveil ou quelque chose de ce type-là. Exactement. Et ceux-là, ils te disent, moi c'est fini, j'ai changé de taf, Hmm, je veux plus me tuer au taf, voilà. Et je vais gagner moins, mais en fait, ma priorité, c'est plus d'avoir une belle baraque, mais c'est d'avoir du temps avec mes enfants. Ça. Tu vois, c'est vraiment un changement de paradigme. Et donc, c'est plus les ouais. mêmes. Et leur entourage amical change aussi, parce que du coup, bah, ils ont plus les mêmes conversations, ils ont plus les mêmes valeurs. C'est un tout. Hmm, Donc oui, ça peut être vu comme une croissance parce qu'ils se sentent mieux, ils ont une meilleure clairvoyance, et c'est surtout une très grande différence, quoi. hmm, ok. Je voulais que tu nous parles de toi aussi. Et du coup, comme toi, tu pratiques le MMA, ben, tu vois, on parlait de vertu, de développement personnel, de croissance personnelle. Toi, tu pourrais témoigner, qu'est-ce que les sports de combat t'ont apporté personnellement? Ah ben ça, c'est intéressant. Alors déjà, le MMA, je le pratique très 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 peu. Ok. J'avais fait une petite compète, et puis je le pratique très 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 peu, donc ceux qui tournent avec moi savent que je suis pas bon en MMA. Ça, c'est pas c'est plutôt mon sport, c'est plutôt le pied-point. Ça, c'est un Ok, truc, pied-point, ok. voilà, qui m'anime beaucoup. Moi, je sais que pour moi, tout simplement, c'est vital. C'est-à-dire que dès que tu me l'enlèves, je sens que l'humeur, elle part un peu dans les chaussettes, quoi. C'est évident. Je comprends ça, ouais. Et, et puis, j'ai même carrément l'impression que c'est un équilibre essentiel par rapport à mon taf aussi. Parce que là, on parle de la psychologie du sport, qui est une psychologie assez légère, mais j'ai des consultations qui sont généralistes, donc j'ai aussi des choses très très lourdes. Ok. Et en fait, quand j'ai pas le sas du sport de combat, je suis pas disponible pour ma famille. Hmm, Et le sport de combat, il y a que ça qui arrive à me saisir et me faire oublier tout ce que j'ai pu entendre dans la journée. Quand je vais ok. faire un foot, c'est rigolo, hein. Je cours, je suis fatigué, je rentre, je suis content, c'est marrant. Mais à un moment donné, j'ai pas la balle, je vais me remettre à réfléchir, quoi, si tu veux. Alors que là, quand j'ai un gars en face de moi qui me tape, bah, je suis obligé d'être très présent. Ouais. Donc voilà, c'est le moment où je débranche. Ouais, c'est ça, je pense, qui plaît aussi autant dans les sports de combat et on l'entend encore beaucoup dans le JJB. Oui, C'est que, ben ouais, pour le coup, t'as pas d'autre choix que d'être présent, que d'être là, concentré, parce que t'as quelqu'un en face de toi. Et ben, il y a des gens qui accèdent jamais à cet état-là dans leur journée, qui peut-être sont toujours soit dans des ruminations, soit dans un travail comme toi, intellectuel, où il faut penser, réfléchir, tu vois. Et le fait d'avoir un espace spatio-temporel dans lequel, ah ben là, tu peux être juste présent et être dans l'instant présent, c'est ça aussi, hein, une des vertus, peut-être des sports de combat, ouais. on, dé- on, on débranche. Et puis toujours, pour moi, c'est toujours important, toujours cette notion d'humilité aussi. C'est que à un moment donné, tu vois, par exemple,
dans mon métier, je suis à un bon niveau. Donc, Mhm. bah, je me sens bien et c'est vrai que il n'y a pas grand monde qui peut me mettre au défi sur certains points. Après, ça part surtout dans les trucs de détail, mais voilà. Mhm. Donc, si j'ai pas de balance, peut-être que je peux devenir un gros con aussi, à dire de toute façon je suis meilleur, me Mhm. parlez pas, tu vois. Et là, il y a des gens à un moment donné qui peuvent te mettre une droite et ça peut te mettre en difficulté. Et qui que ce soit, ça peut être un universitaire, mais ça peut être aussi un mec du bâtiment, ça peut être un mec qui que ce soit. Ça peut être quelqu'un qui a 16 ans alors que j'en ai 40. Ça peut être quelqu'un qui a 10 kilos de moins que moi. C'est pas normal. Tu vois. Et donc, bah là, tu te reprends des branlées et pouf, ça, de suite, là, tout le monde se calme parce qu'en fait, on, on est tous pareils. Mhm. On est tous pareils. Et tout ce qui est de l'ordre du professionnel, c'est surtout des choses, bon voilà, c'est surtout de l'ordre du statut, tout ça, c'est un peu un leurre, quoi. Mhm. C'est important, hein, c'est très important. Ça catégorise la société, c'est important, mais c'est un peu un leurre de se sentir important en ayant accompli des trucs comme ça. Ouais. Quand on revient d'homme à homme, là, il y a quelque chose qui se passe et qui remet tout au niveau. On dit, oui, en fait, c'est là que ça se joue, c'est là que ça se passe, quoi. Ouais, ouais. Dans ton domaine, dans la psychologie, t'es ceinture noire. C'est On ça. va sur le tatami, bon ben là t'es C'est pas ceinture blanche, pareil. quoi. C'est pas Non, mais pareil. la mentalité ceinture blanche, comme on dit, la white belt mentality, où C'est- on essaye d'apprendre, de rester humble, ouais, qui est une vertu des sports de combat, c'est clair. Et donc, il y a des choses que tu as apprises, que tu as trouvées dans les sports de combat, tu vois, il y a une forme de transférabilité à ta vie, quoi. Des, des, des qualités spécifiques que tu as développées dans les sports de combat que tu peux Ah, transférer à ta ouais. vie quotidienne. Ah oui, le fait de pas avoir peur d'aller au carton en général, c'est le fait de dire il y a une difficulté, on y va, quoi. Ok. Tu vois, Ouais, c'est quelque chose quand même hein, dans le sport de combat de se dire on va, surtout quand tu tournes avec un plus lourd ou un truc où tu sais que en fait tu vas prendre cher quoi. ouais, C'est quelque chose hein, de se dire bah en fait on s'équipe, on met les protèges tibia, on met un casque et on y va. C'est quelque chose quand même. Hein. ouais. Ok. C'est une mentalité particulière. Hein. Ça ceux qui font pas de sport de combat, là ça par contre c'est spécifique. Ils Ouais. peuvent pas l'avoir. Et quand je parle de difficulté, je parle pas du gars qui fait une queue de poisson qui sort. Ça me plaît pas. C'est pas les trucs qui me, justement. Aussi, on fait du sport de combat pour se défouler en semaine. Et quand il y a quelqu'un qui nous cherche un peu dans la rue, c'est de dire non, c'est bon, j'ai donné déjà. J'ai pas, Ouais. ça m'intéresse pas, quoi. Je viens de me battre pendant 2 heures avec des Voilà. gens. J'ai pas envie. J'ai envie de rentrer chez moi entier. Ça m'intéresse pas. Mais une difficulté de la vie, un problème financier, un truc de santé, tout ça, bah, on y va. On y Hmm. va. Ok. C'est vraiment pas de questions à se poser, on met l'équipement, on y va, quoi. Ouais, j'ai même vu des sportifs, tu sais, hors sport de combat, qui s'entraînent un petit peu en sport de combat, peut-être pour développer ce truc-là. Bien J'ai pas sûr. d'exemple là comme ça en tête, mais ouais, j'ai déjà vu ça. Oui. Ouais, oui, j'avais vu, je sais plus si c'était des footballeurs ou j'avais vu passer aussi une vidéo. Hmm. Ouais, je pense qu'au-delà de tout l'aspect technique, régularité, effort, tout ça, c'est le fait de se dire, bah, on y va. On met sa tenue et on y va. Et Hmm. même si on sait que ça va rien donner de bon, bah on y va. Ça, c'est une mentalité qui est quand même assez particulière. Mm. Ouais. Hum, J'arrive à la fin des questions. Déjà, merci beaucoup pour cet échange, pour ce que tu as apporté là, ton expertise sur la psychologie du sport et du combattant. Vraiment, vraiment intéressant, pertinent et plein de nuances en plus, tu vois, qui permettent de ne pas avoir ça c'est bien, ça c'est mal, comme tu as commencé par le dire d'ailleurs. Donc ça s'est ressenti dans l'épisode. Pour finir, la conclusion, même si elle sera pas définitive, c'est bah, du coup, est-ce qu'un combattant, il peut atteindre son plein potentiel sans jamais travailler ce qu'il y a à l'intérieur?
C'est même pas moi qui le dis, hein, c'est tous les champions avec qui je bosse, Ouais. c'est eux qui le disent en premier. Euh, il y a, j'ai plus son prénom, c'est Monin qui fait du jiu-jitsu Ouais. brésilien, hein, tu vois qui c'est, hein, et j'ai plus Samuel. son Samuel Monin. Lui, il dit quelque chose de très juste, il dit, à un moment donné, quand on arrive à un très haut niveau, les deux athlètes ont le Hmm. même niveau physique. Ouais. Et ils ont le même niveau technique, ça va se jouer à des petits détails près, quoi. La grosse différence, c'est comment il sent dans sa tête, c'est surtout ça, en fait. Hmm. Donc, Surtout, comme tu disais, sur le long terme. sur le long terme, sur le long terme. Et tu vois, le grand bénéfice du Rascamp, c'est que on s'entraîne aussi avec des anciens champions. Euh, Ouais. Jack Congo qui a fait UFC, euh, on a eu qui, bon, Gérald Mikara qui est quand même un légionnaire très connu, mais qui est aussi champion d'Europe de full contact. Tous Mhm. ces gens-là, et j'en oublie, hein, Johan Lidon, alors Johan Lidon, il est encore un peu dans le game, mais quand même, Ouais. il a plus fait qu'il a à faire. Lui, eux, ils disent l'important, c'est de continuer. Donc, si c'est pour aller à la bagarre, avoir une médaille et durer 2 ans, et le reste du temps décliner et voir qu'on peut plus marcher correctement, qu'on n'arrive plus à réfléchir correctement, c'est pas une vie. L'important, c'est de durer. Et donc, eux, ils nous disent, moi, à 50 ans, je m'entraîne comme quand j'en avais 40. Parce que justement, à 40, je m'entraînais dans la perspective de continuer à m'entraîner à 50. Hmm. Et j'espère qu'à 60, je pourrai encore continuer à m'entraîner d'une façon satisfaisante. Et surtout avec toutes mes ressources. Hmm. Donc oui, Yes. bien sûr, la conclusion, c'est il peut pas performer longtemps sans mental, c'est impossible. Hmm. Top. T'as parlé des Rascamp, il me semble que ça arrive bientôt là. Oui, T'as ouais, des ouais, dates ouais, peut-être ouais, ça arrive c'est bientôt. Il des camps faut d'entraînement en fait autour des sports de combat et de la prépa mentale aussi. exactement. Alors en fait, c'est génial. Il faut aller voir sur Insta, hein, sur le compte du Rascan pour avoir toutes les infos. Mais oui, oui, c'est en juillet-août. Là, cette année, en juillet, c'est à Cassis et en août, c'est à Vendôme. Ok. Et c'est vraiment axé sport de combat, sauf qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de prépa physique. Donc n'importe quel sportif peut venir, hein. Ouais. C'est vraiment pas besoin d'avoir un gros niveau, hein, mais vraiment pas. Et on a une partie effectivement quand je suis là avec beaucoup de travail sur le mental et une partie consultation aussi où justement les combattants ont la possibilité de faire le point à un moment donné quand ils veulent. Tout est ouvert. Top. Je mettrai les infos pour le livre aussi. Je vois qu'il est derrière toi. Ouais, Force, le nouveau livre. ouais, ouais. C'est dispo via ton Instagram ou... C'est dispo, ouais, ouais, c'est dispo sur Amazon. Il y a toutes les infos sur l'Insta de Thomas Loubersan, de Major Gérald et puis du mien aussi. Ok, top. Et très important aussi vis-à-vis de l'échange qu'on a eu, si des personnes là bah, veulent discuter avec toi, aborder ces sujets-là avec toi, comment ils peuvent faire? Bah, ils m'écrivent sur Insta. Ok, Ils m'envoient un message sur Insta, hein, je réponds toujours. Il y a des trucs où je réponds pas parce que il y a pas d'urgence, mais quand c'est des demandes d'aide, je réponds. ouais. Tu fais des consultations à distance aussi? Oui, ouais, ouais. Ouais, ok. Ah ouais, bien sûr. Comme ça, on n'est pas Bon. limité par la géographie. Donc top. Pour celles et ceux qui peut-être, à travers cet échange, ressentent là le besoin bah, de discuter avec Maxime sur ces sujets-là, allez lui envoyer un petit message. Merci encore Maxime, merci pour Ben, cet merci échange. beaucoup. Merci beaucoup. C'était super, super constructif. Merci. Yes. Beaucoup de réussite dans la suite et peut-être à bientôt sur les tatamis si on se croise. Avec plaisir pour toi aussi. Beaucoup de réussite. Merci, merci à tous ceux qui auront suivi. À bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!